Vous êtes-vous déjà fait cette promesse? Debout, peut-être, dans la cuisine au milieu de la nuit, après une énième douleur, vous vous êtes dit fermement « Plus jamais un homme comme lui. La prochaine fois, ce sera différent. » Et puis un an passe, ou 2, ou 5. Quelqu'un de nouveau apparaît. Un autre visage, un autre prénom, une autre histoire. Et au début, le cœur chante. Celui-là, c'est sûr, n'est pas comme les autres. Puis, quelques mois plus tard, vous vous réveillez un matin avec une sensation étrange, presque effrayante. Vous avez déjà vécu ceci, les mêmes mots, le même mur, la même douleur dans un nouvel emballage. Asseyez-vous près de moi. Aujourd'hui, ce sera une conversation profonde et par endroits, peut-être, inconfortable. Car nous n'allons pas parler de lui, nous allons parler de ce qui vous conduit vers lui, encore et encore. Et je vous dis tout de suite l'idée principale, pour que vous la gardiez en main tout le long du chemin. Le fait que vous choisissiez, chaque fois, le même type d'homme, ce n'est pas de la malchance. Et ce n'est pas que tous les hommes sont pareils, c'est un scénario silencieux, invisible, que vous portez en vous. Et la meilleure nouvelle, la voici. Ce que l'on peut voir, on peut le changer. D'abord, pourquoi cela arrive-t-il? Nous aimons beaucoup croire que nous choisissons un partenaire avec la raison. On pèse, on compare, on tire des conclusions. Mais la vérité est un peu autre, et Carl Jung en parlait directement. Nos choix les plus importants en amour ne se font pas là où brille la lumière de la conscience. Ils se font plus bas, dans l'inconscient. Or, l'inconscient a une propriété étrange. Il répète ce qui autrefois est resté inachevé, non parce qu'il aime souffrir, mais parce qu'il tente de terminer, de finir, de réparer enfin la vieille histoire. Il vous replace, encore et encore, dans la même situation, comme s'il disait « Essaie encore, cette fois peut-être ça marchera ». Et c'est pourquoi une femme qui, enfant, a manqué d'amour de parents un peu froids, tombe étrangement amoureuse, précisément, d'hommes froids. Non parce qu'elle aime avoir froid, mais parce qu'à l'intérieur vit une petite fille qui essaie encore de faire fondre cette première froideur, d'obtenir cette chaleur qui, autrefois, lui a manqué. Voilà le cœur de notre conversation d'aujourd'hui. Nous n'attirons pas ceux qui nous conviennent. Nous attirons ceux qui nous sont familiers. D'où vient ce familier? Pour comprendre votre type, il faut remonter loin en arrière, là où vous ne saviez pas encore parler. Le premier modèle de l'amour s'inscrit en nous très tôt, bien avant le premier rendez-vous, le premier baiser, les premiers livres sur les relations. Il s'inscrit là-bas, dans l'enfance, auprès des premiers êtres proches, le plus souvent auprès du père, si nous parlons de la façon dont une femme aimera les hommes, mais pas toujours. Parfois c'est la mère, parfois quelqu'un qui était là à leur place. Un petit enfant n'analyse pas, il absorbe, simplement. Il absorbe l'odeur qu'a l'amour dans sa maison, s'il est chaud et sûr ou anxieux de ce qu'il faut mériter, si l'on peut se détendre auprès d'un proche, ou s'il faut rester tout le temps sur ses gardes, si l'on vous aime pour rien, ou seulement quand vous êtes commode, sage, bon élève, petite aide de maman. Et voici ce qui est sournois. Ce tout premier dessin de l'amour, l'enfant ne le retient pas comme mauvais ou bon. Il le retient comme l'amour, comme la seule chose qu'il connaisse sous ce mot. Le cerveau met un signe d'égalité. Cette sensation-là, c'est l'amour. Imaginez maintenant que, dans l'enfance, l'amour venait avec de l'anxiété. Papa était tantôt chaleureux, tantôt disparaissait soudain en lui-même, et vous ne saviez jamais dans quel état il reviendrait. Vous avez appris à aimer et à vous figer de peur de perdre, en même temps. Et cela s'est noué en un seul nœud. Que se passera-t-il 30 ans plus tard? Vous rencontrerez un homme calme, égal, fiable, et vous ne ressentirez rien. Agréable, mais ce n'est pas pour moi. Puis vous rencontrerez un homme auprès de qui il y a de nouveau ce balancement, cette anxiété,
ce tantôt chaud, tantôt froid, et tout s'embrasera à l'intérieur. Le voilà, c'est ça, l'amour, croirez-vous. Mais ce n'est pas l'amour qui a reconnu l'amour, c'est la blessure qui a reconnu la blessure. Et je veux m'arrêter ici sur une chose importante, pour que vous ne me compreniez pas de travers. Parler de l'enfance, ce n'est pas accuser vos parents. Presque toujours, eux aussi faisaient de leur mieux avec ce qu'on leur avait donné, à eux. Votre père distant avait peut-être un père de pierre. Votre mère anxieuse portait peut-être une peur plus vieille qu'elle. Il ne s'agit pas de trouver un coupable. Il s'agit de comprendre d'où vient la carte, pour cesser de la suivre les yeux fermés. Et cette empreinte ne concerne pas que le père. Parfois, c'est la relation avec la mère qui décide de tout, cette première personne dont dépendait votre survie même. Si son amour soufflait le chaud et le froid, si vous deviez la consoler au lieu d'être consolé, si vous appreniez à lire son humeur avant même de savoir lire vos propres besoins, alors vous portez cela aussi dans vos amours d'adulte. Et ne cherchez pas forcément un grand drame, une tragédie visible. Souvent, il n'y en a pas. Souvent, c'était une maison ordinaire, correcte, où simplement la tendresse était rare, ou conditionnelle, ou maladroite. L'empreinte se forme dans ces petites choses répétées 1000 fois, bien plus que dans un seul grand événement. C'est pourquoi vous ne vous en souvenez pas comme d'une blessure. Vous ne vous en souvenez pas du tout. Vous la rejouez, simplement, sans savoir que vous la rejouez. La projection. Vous ne tombez pas amoureuse de lui. Jung a donné à cela un autre nom, la projection. Et c'est peut-être le mot le plus important d'aujourd'hui. Quand nous tombons amoureuses, surtout vite et avec fougue, nous voyons rarement la personne réelle. Nous projetons sur elle notre image intérieure, notre espoir, notre histoire inachevée. Nous regardons un homme presque inconnu et nous voyons non pas lui, mais notre rêve de ce qu'il pourrait devenir, de ce qu'il deviendra quand nous l'aurons assez aimé. Et voilà d'où vient cette phrase fatale que j'ai entendue de la bouche de centaines de femmes. Je suis tombée amoureuse de son potentiel, de ce qu'il pourrait être, de cette version de lui que vous avez dessinée vous-même. Vous comprenez le piège, vous n'êtes pas tombée amoureuse d'un homme, vous êtes tombée amoureuse de votre propre projet. Et ensuite, pendant des années, vous tentez d'ajuster une personne vivante à ce projet. Et elle n'y rentre jamais, parce qu'elle est vivante, et non dessinée. De là vient l'épuisement. De là vient cet éternel « Il pourrait pourtant être si merveilleux, je l'ai bien vu ». Non, vous n'avez pas vu lui. Vous avez vu vous, votre nostalgie, posée sur lui comme une pellicule. Et maintenant, reconnaissez votre type. Les schémas ne sont pas nombreux. Regardez honnêtement, et je crois que vous reconnaîtrez le vôtre, et peut-être pas un seul. Le premier, l'indisponible. C'est l'homme qui manque toujours un peu. Il est là, mais pas entièrement. Il donne juste assez pour que vous ne partiez pas, et juste assez peu pour que vous restiez toujours un peu affamé. Et vous ne remarquez pas comment toute votre vie se met à tourner autour d'une seule question. Comment faire pour qu'il revienne enfin vers moi, tout entier? Si c'est votre type, presque toujours, derrière lui se tient quelqu'un de l'enfance dont vous n'avez jamais pu atteindre l'amour. Et maintenant, vous le rattrapez à travers lui. Le deuxième, celui qu'il faut sauver. Il est talentueux, mais malheureux, sous-estimé, avec un passé lourd, un caractère difficile, des problèmes que vous allez forcément aider à résoudre. Vous entrez dans la relation en sauveuse, et au début c'est même agréable, car vous êtes nécessaire, vous êtes importante. Sans vous, il serait perdu. Mais derrière cela, se tient une vieille croyance silencieuse. On ne peut pas m'aimer pour rien. On m'aime parce que je suis utile. Et c'est pourquoi vous choisissez celui à qui vous serez éternellement nécessaire, en confondant le besoin avec l'amour. Le troisième, le charmeur qui prend. Au début, cela ressemble à un conte. Il est éclatant, sûr de lui, il fait la cour comme personne ne l'a jamais fait pour vous. On vous admire, on vous porte au nu. Et puis, peu à peu, il se révèle que tout, dans cette relation,
tourne autour de lui, son humeur, ses besoins, ses projets. Et vous voilà, sans vous en apercevoir, devenue la spectatrice de sa vie. Si c'est votre type, souvent, derrière lui se tient une enfance où l'on vous remarquait peu vous-même, et où vous avez appris que, pour être aimé, il faut tourner autour de quelqu'un d'éclatant. Le quatrième est le plus silencieux, celui qui est, en toute sécurité, hors d'atteinte, marié, celui qui vit dans une autre ville, celui qui n'est pas prêt pour quelque chose de sérieux. En surface, c'est une tragédie, car la relation est impossible. Mais plus profond, il y a un calme étrange. Car avec un tel homme, vous ne risquez jamais vraiment. Vous ne vous retrouvez jamais dans cette intimité pleine, quotidienne, réelle, qui vous effraie le plus. Si c'est votre type, peut-être qu'un jour l'intimité vous a fait très mal, et que depuis, vous choisissez sans le savoir celle dont on ne peut pas s'approcher tout à fait. Le cinquième, le critique, celui qu'on ne contente jamais. Il remarque le plat trop salé, la robe qui ne va pas, le mot de travers. Et vous, sans vous en apercevoir, vous passez vos journées à essayer de mériter enfin son approbation, à guetter ce rare moment où il sera content de vous. Si c'est votre type, il y avait souvent, dans l'enfance, un parent exigeant qu'on ne pouvait jamais satisfaire, et vous avez appris que l'amour, c'est une note qu'il faut décrocher, encore et encore. Le sixième, l'instable, celui autour de qui il y a toujours du chaos, une tempête, un problème, les hauts et les bas, les crises et les réconciliations enflammées. C'est épuisant. Et pourtant, dans ce chaos, vous vous sentez étrangement à votre place. Parce que le chaos, pour vous, c'est la maison. Le calme vous paraîtrait presque suspect. Si c'est votre type, vous avez sans doute grandi là où l'on ne savait jamais de quoi demain serait fait, et votre système nerveux a appris à fonctionner précisément là-dedans. Et le septième, tendre et fatigant, l'éternel garçon, charmant, drôle, léger, mais qui ne grandit jamais tout à fait. Vous commencez amoureuse et vous finissez sa mère. Vous gérez, vous portez, vous rappelez, vous réparez. Si c'est votre type, peut-être avez-vous été, enfant, l'adulte de la maison, celle qui s'occupait des autres, et vous ne savez aimer qu'en portant quelqu'un sur votre dos. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans un seul de ces portraits, peut-être dans deux qui se mélangent. Ce ne sont pas des cases, ce sont des directions. Et je veux dissiper tout de suite un malentendu. On croit que ce genre de scénario n'arrive qu'aux femmes fragiles, perdues, peu sûres d'elles. C'est faux. J'ai vu des femmes brillantes, fortes, qui dirigeaient des équipes et prenaient des décisions difficiles sans trembler, et qui, le soir, attendaient le message d'un homme incapable de les aimer. La réussite extérieure ne protège de rien. On peut être solide dans le monde et rester, en amour, cette petite fille qui court après une chaleur ancienne. Cela ne dit rien de votre intelligence. Cela dit seulement où votre première blessure s'est logée. Vous avez remarqué quelque chose de commun ? Dans chacun de ces scénarios, l'amour, il faut soit le rattraper, soit le mériter, soit l'extraire. Nulle part il ne vient pour rien, car quelque part, tout au fond, vit une conviction. Pour rien, juste parce que je suis là, on ne m'aimera pas. La voilà, c'est ça, la vraie racine, et non tel ou tel homme. Prenons un instant, ici, avant d'aller plus loin. Je vais vous poser quelques questions, et je ne veux pas que vous y répondiez vite, dans votre tête. Laissez-les descendre. Auprès des hommes qui ont compté pour vous, qui deveniez-vous ? Plus grande ou plus petite ? Plus vous-même ou une version prudente de vous-même ? Attendiez-vous souvent quelque chose ? Un appel ? Une décision ? Une preuve ? Un changement ? Et combien de temps, au total, avez-vous passé dans cette attente ? Quand ils étaient bons avec vous, sans raison, sans que vous l'ayez gagné, cela vous mettait-il à l'aise ou étrangement mal à l'aise ? Et cette dernière, la plus tendre, à qui ?
De qui cherchiez-vous, sans le savoir, l'approbation ou la chaleur à travers lui? Ne vous forcez pas à répondre maintenant. Ces questions travaillent toutes seules, une fois posées. La réponse remontera d'elle-même, peut-être ce soir, peut-être dans quelques jours, à un moment où vous ne l'attendez pas. Pourquoi le mauvais se ressent comme une alchimie folle? Voici maintenant la plus grande confusion que je veux dénouer. Cette fameuse étincelle, l'alchimie, les papillons dans le ventre. On nous a habitués à voir dans ces sensations la preuve d'un amour véritable. Pas d'étincelle, pas d'amour. Mais examinons honnêtement ce qu'est cette étincelle en réalité. Très souvent, ce que nous appelons une attirance folle, ce n'est pas la reconnaissance d'une âme sœur, c'est la reconnaissance d'un scénario familier. Votre système nerveux voit un homme qui se comporte comme se comportait votre premier amour, encore enfantin, et il s'embrase. C'est un des nôtres, c'est la maison, c'est familier. Mais voici la blague cruelle. Si votre maison, dans l'enfance, était anxieuse, alors le familier, pour votre système nerveux, c'est justement l'anxiété. Et quand vous rencontrez un homme calme, égal, à l'intérieur c'est le silence. Il ne se passe rien, c'est ennuyeux, ce n'est pas pour moi. Mais quand vous rencontrez celui qui vous balance de nouveau entre l'espoir et la douleur, c'est l'explosion. Ça y est, je suis amoureuse. Ces papillons dans le ventre que vous preniez pour de l'amour, très souvent, c'est simplement de l'anxiété. C'est votre corps qui, au lieu de se détendre, se met sur ses gardes. Vous avez confondu l'inquiétude avec l'amour. Et ce n'est pas votre faute, le mécanisme est ainsi fait. Mais maintenant, vous le savez. Et remarquez une chose, en passant, ce même schéma ne vit pas que dans l'amour. Regardez vos amitiés. Y a-t-il, là aussi, cet ami qui prend toujours et ne donne jamais, que vous continuez pourtant de porter? Regardez le travail. Cherchez-vous sans cesse l'approbation d'un chef qu'on ne contente jamais, comme autrefois celle d'un parent? Le scénario est une lentille. Vous la portez sur les yeux partout, pas seulement en amour. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que cela vous donne 1000 petites occasions de vous exercer, chaque jour, bien avant la prochaine grande histoire. Chaque fois que vous posez une limite douce à une amie qui abuse, chaque fois que vous cessez de quémander l'approbation de quelqu'un, vous affaiblissez le même vieux schéma qui vous mène aussi vers les mauvais hommes. Tout est relié. Cet homme bien, ennuyeux. Examinons-le honnêtement. Presque chaque femme avec ce scénario a eu cette histoire. Il y a eu quelqu'un de bon, attentionné, fiable. Il écrivait quand il l'avait promis. Il venait quand il l'avait dit. Il vous regardait comme si vous étiez un miracle. Et vous n'avez rien ressenti. Bien, mais sans étincelle. Et vous l'avez laissé partir. Et parfois, des années plus tard, vous vous en souveniez avec une étrange tristesse. Permettez-moi de vous traduire ce qui s'est passé, alors, en réalité. Cet homme ne provoquait pas d'anxiété en vous. Or, votre système nerveux ne savait reconnaître l'amour qu'à travers l'anxiété. C'est pourquoi il n'a rien vu en lui, non parce que l'amour n'était pas là, mais parce que l'amour est venu calmement, et que le calme, vous ne saviez pas encore le lire comme de l'amour. C'est, au fond, une très bonne nouvelle, car cette capacité se cultive. On peut apprendre à ressentir le calme, non comme de l'ennui, mais comme de la sécurité. Pas en un jour, mais on le peut. Et puisque nous y sommes, laissez-moi vous décrire à quoi ressemble vraiment un amour sûr, pour que vous puissiez le reconnaître la prochaine fois, au lieu de le fuir. L'amour sûr est étonnamment tranquille. Il n'y a pas d'attente fébrile du message, parce que le message arrive. Il n'y a pas de montagne russe, parce que le terrain est stable. Au début, votre système nerveux, habitué au vertige, lira cette stabilité comme un vide, comme un manque. Vous vous direz, il me plaît, mais il n'y a pas de frisson. Or, ce n'est pas l'absence de sentiments, c'est l'absence d'anxiété, et vous ne les distinguez pas encore. L'amour sûr ne vous fait pas douter de votre valeur chaque semaine. Vous ne passez pas vos soirées à décrypter un silence, à relire un message,
à demander à vos amis, à ton avis, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Vous savez, simplement, où vous en êtes. Et cette absence de torture peut presque manquer, au début, tant on s'était habitué à confondre la douleur avec la profondeur. Regardez aussi les tout premiers jours, car le scénario s'annonce très tôt, et nous sommes expertes pour ne pas le voir. Il annule au dernier moment, et vous trouvez aussitôt une excuse pour lui. Il parle beaucoup de son ex, ou seulement de lui, et vous appelez cela de la profondeur. Il est un peu trop, un peu vite, un peu trop intense, et vous appelez cela de la passion. Ce ne sont pas des détails, ce sont les premières lettres de la même vieille histoire. Apprenez à les lire pendant qu'il est encore facile de partir. La vérité la plus profonde de ce scénario. Et maintenant je vais dire une chose qui, chez certaines, peut toucher jusqu'aux larmes. Ne vous hâtez pas, restez un moment avec elle. Quand vous choisissez, encore et encore, l'indisponible, le froid, celui qu'il faut mériter, vous n'essayez pas, en réalité, d'aimer cet homme. Vous essayez de gagner enfin cet amour que vous n'avez pas pu obtenir il y a bien longtemps, auprès du premier, de celui dont la chaleur vous a tant manqué dans l'enfance. C'est comme si vous vous disiez, si ce froid-là finit par m'aimer, alors c'est que tout va bien chez moi. Alors c'est que je vaux la peine d'être aimé. Alors cette vieille blessure guérira. Mais elle ne guérit pas ainsi. Jamais. Car cet homme n'est pas le premier. Il n'est que son ombre, son remplaçant. Et quel que soit l'amour qu'il vous donne, il ne bouchera pas le vieux trou, parce que le trou n'est pas en lui. Il est à l'intérieur, et il est plus vieux que lui. Voilà pourquoi ce scénario est si épuisant et si désespéré, tant qu'on ne le voit pas. Vous tentez de tirer de l'eau d'un puits où il n'y en a jamais eu. Avant d'aller vers la sortie, je veux répondre à 3 objections qui se lèvent presque toujours à cet instant. Parce que si je n'y réponds pas, elles vous ramèneront tout droit dans le cercle. La première, mais lui, il est vraiment différent. Peut-être, cela arrive. Mais posez-vous une question, honnêtement. Ce que vous appelez différent, est-ce ce que vous voyez de lui aujourd'hui ou ce que vous espérez qu'il deviendra? Si c'est la seconde, méfiez-vous tendrement de vous-même. C'est exactement la voie de la projection, et elle dit toujours la même phrase au début de chaque histoire. La deuxième, mais je ne veux pas finir seule. Je comprends cette peur, surtout à notre âge. Mais regardez-la en face. Rester dans un scénario qui vous vide, ce n'est pas ne pas être seul. C'est être seul à 2, ce qui fait bien plus mal. Apprendre à être bien avec soi n'est pas une consolation pour celle qui échoue. C'est précisément ce qui vous rend libre de ne plus accepter n'importe quoi par peur du vide. Et la troisième, mais sans alchimie, sans passion, à quoi bon? Je ne vous demande pas de renoncer à la passion. Je vous demande d'apprendre à distinguer 2 choses qui se ressemblent. L'attirance, qui vient de la paix, et l'attirance qui vient de l'anxiété. La première dure, la seconde brûle et laisse des cendres. Vous méritez la première, et elle existe, même si elle vous est encore peu familière. Comment briser le scénario? Pour de vrai, et non, arrête, c'est tout. Maintenant, l'essentiel, ce pourquoi toute cette conversation existe. Comment sortir du cercle? Et je ne vous dirai pas, choisis-en simplement un autre. Si cela marchait, vous l'auriez fait depuis longtemps. Allons plus profond, et plus honnêtement. Mais d'abord, comprenez pourquoi la seule volonté ne suffit jamais. Combien de fois vous êtes-vous dit « cette fois, je ferai autrement » avant de refaire exactement pareil? Ce n'est pas un manque de caractère. C'est que le scénario ne vit pas dans la partie de vous qui décide. Il vit plus bas, dans une mémoire ancienne, celle du corps, écrite avant les mots. On ne raisonne pas cette mémoire-là. On la rééduque, doucement, par l'expérience répétée d'autres choses. C'est pourquoi les pas qui suivent ne sont pas des ordres à se donner, mais des chemins à emprunter, encore et encore, jusqu'à ce que le corps apprenne, enfin, une autre définition de l'amour. Soyez donc patiente avec vous. Vous ne combattez pas une faiblesse. Vous rééduquez un réflexe. Premier pas, voir et nommer.
La plus grande force se cache dans le fait de cesser de considérer cela comme un hasard. Prenez en pensée, ou mieux, sur le papier, vos hommes, ceux qui ont vraiment compté, et cherchez non pas la différence entre eux, mais ce que, chaque fois, vous ressentiez auprès d'eux. Non pas comment il était, lui, mais qui vous deveniez, vous. Anxieuse, celle qui mérite, celle qui attend, cette sensation qui se répète, c'est ça, votre schéma. Nommez-le à voix haute. Une fois nommé, il perd déjà la moitié de son pouvoir. Deuxième pas, pleurez le vrai. C'est le plus difficile et le plus important. La vraie nostalgie n'est pour aucun de ces hommes. Elle est pour cette première chaleur qui n'a pas été, pour le père qui ne savait pas serrer dans ses bras, pour la maison où l'amour, il fallait l'extraire. Voilà ce qu'il faut pleurer, en adulte, avec chagrin, mais sans illusion. Car tant que vous ne l'avez pas pleuré, vous chercherez cet amour chez des hommes étrangers, et quand vous l'aurez pleuré, ils cesseront de vous être nécessaires pour cela. Et alors, vous pourrez enfin choisir un homme pour vous, celle d'aujourd'hui, et non pour la petite fille au-dedans. Et si vous vous demandez comment, concrètement, on pleure une chose aussi ancienne, voici. Ce n'est pas un grand rituel, c'est laisser monter, une fois pour toutes, la phrase qu'on n'a jamais osé dire, « Cela m'a manqué, et j'en avais le droit ». Écrivez une lettre que vous n'enverrez jamais, à ce premier, celui dont la chaleur a manqué. Dites-y tout, la déception, la colère, le chagrin, et aussi, peut-être, la compréhension. Vous n'êtes pas obligé de pardonner. Vous êtes seulement obligé, si vous voulez guérir, de cesser de faire comme si cela n'avait pas fait mal. Puis tournez-vous vers la petite fille que vous étiez et donnez-lui, vous, aujourd'hui, en adulte, la phrase qu'elle a attendue si longtemps. Tu étais digne d'amour, déjà, tel que tu étais. Ce n'était pas ta faute. Cela paraît simple, presque naïf. Mais c'est très exactement le trou que tous ces hommes tentaient de boucher et que vous seul pouvez enfin combler. Troisième pas, remarquer l'étincelle et faire une pause. La prochaine fois que quelqu'un vous attirera comme un aimant, arrêtez-vous. Ne fuyez pas cette sensation, mais ne vous y jetez pas non plus tête baissée. Demandez-vous doucement, est-ce de la chaleur ou est-ce l'anxiété familière? Est-ce le calme qui m'attire vers lui ou est-ce le balancement habituel? Cette pause seule, cette question seule, change déjà tout, car entre l'impulsion et l'acte apparaît vous, adulte, consciente, libre de choisir. Quatrième pas, donnez une chance au calme. Si le même homme, ennuyeux et bonne, apparaît près de vous, ne le rejetez pas dès les 3 premiers jours. Donnez à votre système nerveux le temps de se rééduquer. Le calme, au début, paraîtra vraiment fade, parce que vous êtes habitué au piquant. Mais très souvent, c'est justement sous cette fadeur que se cache ce que vous avez cherché toute votre vie. Un amour qu'il ne faut pas mériter. Et puisque nous parlons de concret, voici à quoi ressemble une rencontre vécue autrement. Vous rencontrez quelqu'un. Avant, vous auriez tout donné dans les 2 premières semaines, votre temps, votre disponibilité, votre cœur entier, dans l'espoir d'être choisi. Cette fois, essayez autre chose. Allez lentement, observez, sans vous fermer, mais sans vous précipiter. Regardez, non pas s'il vous fait vibrer, mais comment vous vous sentez le lendemain d'un moment passé avec lui. Légère ou anxieuse, plus vous-même ou déjà en train de vous ajuster à lui. Remarquez s'il est curieux de vous ou seulement content d'avoir un public. Remarquez s'il respecte un petit nom ou s'il pousse un peu. Ce ne sont pas des tests à lui faire passer. Ce sont des informations à recueillir, calmement, sur plusieurs semaines. Le grand piège de notre schéma, c'est la vitesse. Cette précipitation à s'attacher avant même d'avoir vu qui est vraiment là. La lenteur, ici, n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. Et un homme sain n'a pas peur de votre lenteur. Seul celui qui a quelque chose à cacher est pressé de vous faire brûler les étapes. Et le 5e pas, celui qui tient tout le reste.
l'estime de soi. Ici, je citerai de nouveau le psychiatre français Christophe André. Il écrit toute sa vie sur une chose simple et infiniment difficile. Tant qu'au fond de vous, vous ne croyez pas que vous valez la peine d'être aimé pour rien, vous chercherez sans le savoir ceux qui vous obligeront à le mériter. Parce qu'ils confirment ce que, de toute façon, vous croyez déjà de vous-même. Et quand l'estime de soi se renforce à l'intérieur, il se passe une chose étrange. Ces mêmes hommes indisponibles cessent soudain d'attirer. Ils deviennent pour vous simplement sans intérêt. Non parce que vous luttez contre eux, mais parce que vous n'avez plus besoin de vous prouver quoi que ce soit à travers eux. Voilà où est la vraie sortie. Non pas trouver un autre homme, mais devenir une autre femme à l'intérieur, et alors d'autres hommes se retrouveront d'eux-mêmes auprès de vous. Et si vous êtes déjà dans une relation de ce type, beaucoup d'entre vous se posent la question en ce moment. Faut-il forcément partir ? Pas forcément. Parfois, quand une femme cesse de jouer son rôle dans le scénario, tout le système bouge. Vous cessez de courir, de mériter, de réparer, vous posez des limites calmes, et il arrive que l'homme, sentant le sol changer, grandisse avec vous. Cela arrive vraiment. Mais soyons honnêtes, cela n'arrive que s'il est capable et désireux de bouger, lui aussi, s'il vous rencontre à mi-chemin. Si, au contraire, chaque fois que vous vous respectez un peu plus, il se retire ou punit, alors, le scénario ne vous demande pas de patienter davantage. Il vous demande de choisir. Le premier signe fiable est simple. Quand vous changez, est-ce qu'il s'ouvre ou est-ce qu'il se venge ? Laissez-moi vous raconter une histoire, brièvement, parce qu'elle montre comment cela se passe vraiment. Une femme, appelons-la simplement elle, avait derrière elle 3 grandes histoires. 3 hommes, très différents en apparence, un artiste tourmenté, un patron brillant et froid, un homme marié qui ne partait jamais. Un jour, elle les a écrits sur une feuille, côte à côte, et elle a cherché ce qu'ils avaient en commun. En apparence, rien. Et puis elle a compris. Auprès de chacun, elle avait passé son temps à attendre qu'ils se rendent disponibles, qu'ils la choisissent, qu'ils changent. Elle avait passé 15 ans dans la salle d'attente de l'amour d'autres gens. Ce jour-là, elle n'a pas rencontré un homme meilleur. Elle a simplement vu la salle d'attente. Et cela a suffi pour qu'elle commence, doucement, à en sortir. Car il faut le dire honnêtement, ce scénario a un prix. Les années sont réelles, l'énergie dépensée à décrypter, à espérer, à réparer, elle ne revient pas. Et le plus coûteux n'est pas le temps, c'est ce qu'il finit par vous faire croire de vous. À force de choisir des hommes auprès de qui vous n'êtes jamais tout à fait assez, vous finissez par le croire vraiment. Le scénario ne fait pas que vous choisir de mauvais partenaires. Il vous vole, lentement, l'idée que vous méritez mieux. Et c'est cela, surtout, qu'il faut récupérer. Alors, en plus de tout ce que je vous ai dit, ajoutez ceci, très concret, car on ne rééduque pas un système nerveux avec des idées, mais avec de la douceur répétée. Chaque fois que le calme vous paraît fade, dites-vous, ce n'est pas de l'ennui, c'est de la sécurité, et j'apprends à la supporter. Chaque fois que vous sentez le vertige familier vous emporter, posez une main sur votre poitrine, respirez lentement, et rappelez à votre corps qu'il est en sécurité, ici, maintenant. Cela paraît dérisoire. Ce ne l'est pas. C'est exactement ainsi, geste après geste, que l'on apprend à un corps qu'aimer n'est pas dangereux. Un avertissement, tout doux. Si vous venez de vous reconnaître, s'il vous plaît, ne vous punissez pas. C'est la réaction la plus facile et la plus nuisible. Mon Dieu, tant d'années gâchées, comme j'étais aveugle. Vous n'étiez pas aveugle. Vous faisiez de votre mieux, avec la carte de l'amour qu'on vous avait remise dans l'enfance. Personne ne choisit son premier modèle. On le reçoit, simplement. Votre mérite, c'est d'être ici maintenant, à le regarder les yeux ouverts. Et à cela, tout le monde n'ose pas. Et souvenez-vous de l'essentiel, à propos de n'importe quel scénario. À l'instant même où vous l'avez vu,
il cesse de vous gouverner à l'aveugle. Il murmurera encore, il tirera encore vers le familier. Mais désormais, entre son murmure et votre choix, il y a vous. Et cela suffit déjà pour que tout commence à changer. Une dernière chose, en justice. Les hommes aussi ont leur scénario. Lui aussi rejoue une vieille histoire. Une mère envahissante, un père absent, une première femme qui l'a trahi. Nous ne sommes pas les seuls à porter une carte ancienne. Je le dis pour deux raisons. D'abord, pour que vous cessiez de tout prendre sur vous, comme si le naufrage venait toujours de vous seul. Ensuite, parce que cela vous donne un repère précieux pour choisir. Un homme qui a regardé son propre scénario, qui sait dire « voilà où je me trompe d'habitude », qui se remet en question sans s'effondrer, cet homme-là est capable de grandir. Celui qui n'a jamais tort, chez qui tout est toujours la faute des autres, celui-là rejouera sa vieille histoire avec vous, quoi que vous fassiez. Ce n'est pas un défaut à corriger chez lui, c'est une information à respecter. Et comment saurez-vous que quelque chose bouge en vous? À de petits signes, là encore. Un homme qui avant vous aurait fait chavirer, vous laisse un jour étrangement calme, et vous vous surprenez à penser « joli », mais non. Le silence de quelqu'un ne vous jette plus dans le gouffre pour 3 jours. Vous remarquez le vertige au moment où il monte, et non 3 mois plus tard. Vous commencez à trouver reposant ce que vous trouviez fade. Et un jour, le plus beau, vous vous apercevez que vous ne cherchez plus personne pour vous prouver votre valeur, parce que, quelque part, vous avez commencé à la sentir vous-même. Ces signes sont discrets, guettez-les. Ils valent plus que n'importe quelle nouvelle rencontre. Et peut-être vous demandez-vous, pourquoi maintenant? Pourquoi voir tout cela seulement aujourd'hui, après tant d'années? James Hollis, encore lui, donne une réponse qui console. Il dit que la première moitié de la vie, on la traverse souvent en pilote automatique, guidé par ces vieux programmes qu'on n'a pas choisis, et que la seconde moitié est précisément le temps où il remonte à la surface pour être enfin regardé. Ce n'est pas un hasard si c'est à cet âge, après un divorce, après le départ des enfants, après une énième déception, que la question surgit vraiment. La vie ne vous a pas fait perdre du temps. Elle vous a amené, exactement à l'heure, au seul moment où vous étiez prête à voir. Une femme de 25 ans n'aurait pas pu entendre cette conversation comme vous l'entendez en ce moment. Vous, oui, parce que vous avez la matière, ces histoires derrière vous, et enfin le recul pour les lire. Ce n'est pas trop tard, c'est précisément l'heure. Et il y a, à cet âge, quelque chose que la jeunesse n'a pas, et qui joue en votre faveur. Vous avez moins de temps à perdre, c'est vrai, mais vous avez aussi bien moins d'illusions. Une jeune femme croit encore qu'elle transformera un homme par la seule force de son amour. Vous avez déjà essayé, plusieurs fois, et vous savez que cela ne marche pas. Cette désillusion n'est pas une perte, c'est de la lucidité durement gagnée, et elle rend le schéma, à votre âge, plus visible et bien plus facile à briser qu'à 30 ans. Vous n'avez plus besoin de réapprendre par la douleur ce que la douleur vous a déjà enseigné. Il vous reste seulement à en tirer, enfin, la liberté. C'est peut-être le plus beau cadeau de la maturité. On ne se laisse plus si facilement raconter d'histoires, surtout par soi-même. Une inquiétude peut-être vous traverse en m'écoutant. Et si je fais tout ce chemin, et qu'au bout, personne ne vient? Je veux être honnête avec vous, parce que vous méritez l'honnêteté et non une promesse. Je ne peux pas vous garantir un homme, personne ne le peut, mais ce n'est pas exactement le but, et c'est justement ce qui rend ce chemin sûr. Vous ne devenez pas entière pour mériter enfin quelqu'un, vous devenez entière parce que c'est votre vie, et qu'elle vaut d'être habitée pleinement, avec ou sans homme à côté. Voici ce que peu de gens disent. Quand vous n'avez plus désespérément besoin d'être choisi, vous devenez, sans effort, infiniment plus libre et plus belle à rencontrer. Non parce que vous jouez un jeu, mais parce qu'une femme qui repose en elle-même est ce qu'il y a de plus rare au monde. Alors faites ce chemin pour vous. Le reste, très souvent,
vient de surcroît. Et s'il tarde, vous aurez au moins gagné la seule personne dont la présence vous est garantie jusqu'au bout, vous-même. Et regardez autour de vous, honnêtement. Les femmes les plus rayonnantes que vous connaissez, à notre âge, ne sont pas forcément celles qui ont un homme. Ce sont celles qui ont cessé de se rétrécir pour en garder un. Il y a là une liberté que la peur nous cache, et qui, une fois goûtée, ne se rend plus. Pour finir, imaginez un instant une femme qui ne court plus après, qui est assise, calme, et un homme s'approche d'elle, et elle ne s'embrase pas d'anxiété, elle regarde simplement « Qui es-tu » Est-ce que je me sens bien auprès de toi? Est-ce que je deviens plus moi-même auprès de toi? Ou moins? Elle ne sauve personne, ne mérite personne, ne prouve rien. Ce n'est pas une autre femme, c'est vous, simplement celle qui a déjà vu son scénario et en est doucement sortie. Et ne vous attendez pas à ce que cela se fasse d'un coup. Vous verrez le scénario clairement aujourd'hui. Et dans 2 mois, vous vous surprendrez de nouveau à guetter le message de quelqu'un qui ne vous convient pas. Ce n'est pas un échec. C'est l'ancien chemin, celui qu'on a pris 1000 fois et qui reste, un temps, le plus facile à emprunter dans le noir. Chaque fois que vous le remarquez, même en plein milieu, même trop tard, vous l'affaiblissez un peu. On ne défait pas 30 ans en 1 mois. Mais chaque fois que vous choisissez, ne serait-ce qu'une seule fois, la paix plutôt que le vertige, vous tracez un nouveau sentier, et un jour, c'est lui qui devient le plus naturel. Le chemin jusque-là n'est pas instantané, je ne promettrai pas de compte. Mais il commence par une seule chose, par le fait que vous avez vu, et vous venez de voir. Alors ce soir, ne vous demandez pas d'avoir déjà tout changé, demandez-vous seulement une chose, une seule. La prochaine fois que le vertige familier vous prendra, vous souviendrez-vous, ne serait-ce qu'un instant, de vous poser la question. Est-ce de la chaleur ou est-ce une vieille blessure qui appelle? Si vous vous en souvenez, même 1 fois sur 10 au début, vous aurez déjà changé de direction. Le reste, le temps le fera. Vous n'avez pas à devenir quelqu'un d'autre. Vous avez seulement à cesser, doucement, de vous trahir pour l'amour d'homme qui ne pouvait pas vous aimer. Et cette femme-là, celle que vous cesserez de trahir, elle vous attend depuis très longtemps. Elle patientera encore un peu, le temps que vous appreniez le chemin. Et si vous voulez un tout petit exercice pour cette semaine, en voici un seul. Prenez 5 minutes, un soir au calme, et écrivez les prénoms des hommes qui ont vraiment compté. À côté de chacun, un seul mot. Qui deveniez-vous auprès de lui? Puis, regardez la colonne des mots, pas celle des prénoms. C'est là qu'est votre schéma, à nu. Vous n'avez rien à faire de plus. Juste le voir, noir sur blanc. Et vous serez surprise de constater à quel point le simple fait de le regarder en face commence, déjà, à desserrer son emprise. Écrivez-moi en commentaire, quel type avez-vous reconnu? Et, si vous le voulez, un mot sur ce premier dont l'amour, un jour, a manqué. Parfois, le nommer à voix haute, c'est déjà le début de la guérison. Et permettez-moi de vous laisser sur une image. Imaginez que, tout ce temps, vous teniez une porte fermée avec votre dos, de toutes vos forces, en croyant protéger quelque chose. Cette porte, c'était la vieille histoire. Et voir votre schéma, aujourd'hui, c'est simplement vous retourner et regarder ce qu'il y avait derrière. Ce n'est pas toujours agréable, je ne vais pas vous mentir. Mais dès l'instant où vous regardez, vous n'avez plus à retenir la porte de tout votre poids. Vos mains se libèrent, vos épaules retombent, et pour la première fois depuis longtemps, vous avez de la place et de la force pour autre chose que de tenir. C'est cela, guérir. Non pas oublier, non pas effacer, se retourner, regarder en face et pouvoir enfin ouvrir les mains. Si cette conversation a résonné en vous, restez avec moi. Ici, nous ne courons pas après. Ici, nous revenons à nous. Prenez soin de vous.
et soyez, cette semaine, un peu plus tendre avec vous-même que d'habitude.